Bienvenue, c'est l'Hebdo, partenaire du Cevipof, de la Fondation Jean Jaurès, du journal Le Monde et d'Ipsos. Vous menez la plus grande enquête sur les Français pendant la campagne présidentielle avec des résultats complètement inédits cette semaine. Pour la première fois, et vraiment pour la première fois, on a des éléments tangibles pour comprendre les intentions de vote pour Éric Zemmour. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a vu qu'Éric Zemmour pouvait être au second tour, que c'était une possibilité, est-ce que vous avez trouvé des datas, des données qui vous permettent de dresser le portrait type de celui qui serait électeur d'Éric Zemmour? Alors, on en sait beaucoup plus aujourd'hui et pour tout candidat, pour tout parti politique, il y a généralement la surreprésentation d'une catégorie. Pendant longtemps, les socialistes étaient surreprésentés dans les métropoles. L'extrême droite était surreprésentée dans les catégories populaires. La droite était surreprésentée chez les seniors. Ouais. Eh bien, la première caractéristique de l'électorat d'Éric Zemmour, c'est qu'il est assez équilibré. Vous prenez par exemple le profil socio-professionnel, vous voyez que il y avait cette surreprésentation chez les employés, chez les ouvriers, chez Marine Le Pen, 28% contre 10% chez les CSP+. Eh bien, chez Éric Zemmour, c'est équilibré. C'est équilibré aussi quand on regarde l'âge, c'est équilibré aussi quand on regarde la catégorie d'agglomération, un peu comme l'était Emmanuel Macron en 2017. Et donc ça, cet équilibre-là, c'est une force dans la sociologie d'Éric Zemmour. Mais là où il y a un vrai déséquilibre, c'est quand on regarde les questions de genre. Les hommes, les femmes, les électeurs, les électrices. C'est un énorme déséquilibre et c'est un énorme problème pour Éric Zemmour. On se demandait quel effet électoral allait produire le discours d'Éric Zemmour sur les femmes. Eh bien, cet effet est considérable. Sur 100 électeurs d'Éric Zemmour aujourd'hui, les femmes ne représentent que 39%, alors qu'elles sont 52% du corps électoral. Cet écart entre les femmes et les hommes, on retrouve celui qui existait pour Jean-Marie Le Pen il y a 20 ans, en 2002. À l'époque du Front National. À l'époque du début du Front National. Et c'est un écart que peu à peu Marine Le Pen avait réussi à gommer. Et là, qui revient en force pour Éric Zemmour. Est-ce qu'on sait pourquoi les éventuels électeurs d'Éric Zemmour seraient prêts à voter pour lui? Quelles sont leurs principales motivations, préoccupations? Alors, ils ont les mêmes préoccupations que les obsessions d'Éric Zemmour. Leur première préoccupation, et de très loin, c'est l'immigration. Ça ne vous surprendra pas, mais on est 46 points au-dessus de la moyenne des Français. C'est ensuite la délinquance. Et là aussi, on est sur un écart considérable. 24 points au-dessus de la moyenne des Français. Et inversement, l'environnement, les inégalités sociales qui sont dans la moyenne des Français, des préoccupations importantes, sont totalement négligeables pour l'électorat d'Éric Zemmour. 12% pour l'environnement, 7% pour les inégalités sociales. Donc, ils ont les mêmes préoccupations que lui et ils partagent les mêmes convictions. Pour ne prendre qu'une seule illustration, cette question de savoir si l'islam est une menace pour la République qui divise les Français en deux parts à peu près égales, oui. 96% des électeurs d'Éric Zemmour disent oui, c'est une menace pour la République. Si on va encore plus loin, où est-ce que les Français situent Éric Zemmour sur l'échiquier politique? Puisqu'il a fait dérailler le système, on sait où le ranger, où le classer? C'était une des grandes interrogations et c'est une question qui est souvent déterminante pour essayer de mesurer ce qu'est l'espace électoral potentiel d'un candidat. Et donc la question qu'on pose et qu'on a déjà posée dans d'autres élections, elle est très simple. Sur une échelle de 0 à 10, 0 c'est très à gauche, 10 c'est très à droite, où est-ce que vous situez les différents candidats? Oui. Et la première chose qu'on voit là, c'est que on parlait d'Anne Hidalgo tout à l'heure et de la relance de la campagne, Jean-Michel en parlait, on voit que Anne Hidalgo et Yannick Jadot sont à la décimale près, au même endroit, sur le même espace tel qu'ils sont positionnés par les Français. On voit que Emmanuel Macron est à 6,2. Et ce qui est intéressant, quand on posait la même question il y a 5 ans, il était exactement le ni gauche ni droite, le et gauche et droite à 5. Et on voit que Éric Zemmour, eh bien, il est exactement au même endroit que Marine Le Pen, c'est-à-dire à l'extrême droite. 65% des Français le mettent sur la case 9 ou sur la case 10. Et même... Moi, je l'aurais mis à 10, mais enfin... à 11, oui, peut-être, à 11. Oui, à 9 ou 10, pardon. Et même ses propres électeurs, majoritairement, le situent à l'extrême droite. Et donc ça, c'est un frein pour sa progression future. Alors, on sait que dans notre monarchie présidentielle, les questions d'image comptent énormément. Est-ce qu'on sait si les Français imaginent Éric Zemmour en président de la République? Ces électeurs, oui.
massivement. 83% disent oui, il a l'étoffe d'un président de la République. Les Français, pas du tout. Ah oui. Pas du tout. Très mauvais résultat pour Éric Zemmour. 20% des Français qui disent il a l'étoffe d'un président de la République. C'est très faible. Il est évidemment très loin derrière Emmanuel Macron. Il y a 37 points d'écart, très loin derrière Xavier Bertrand, mais il est même 10 points derrière Marine Le Pen. Donc ça, en trait d'image, c'est mauvais. De la même manière qu'à la question de savoir est-ce que les différents candidats vous inquiètent, il est celui qui inquiète le plus de tous les candidats. À la question de savoir est-ce qu'il donne une bonne image de la France à l'international, il est le plus mauvais des candidats. Donc ça aussi, le positionnement, les traits d'image, on voit les limites à la percée réelle d'Éric Zemmour. Et il y a une idée reçue depuis le début de la campagne, c'est que les Français auraient envie de renverser la table, qu'il y aurait une envie de radicalité, que ce sera cette élection présidentielle une élection de rupture. Est-ce que c'est ce qu'indique aussi votre enquête ou pas? Alors, ce qui est en lien avec ce qu'on voit sur Éric Zemmour, et pour essayer de mesurer la réalité de la percée, jusqu'où peut aller Éric Zemmour, c'est une question qui est très importante. La réponse est non, pas aujourd'hui. Non, parce que, par exemple, quand on demande aux Français quels sont leurs sentiments, les sentiments qui les animent, les 3 sentiments qui vous animent dans une liste de mots, qu'est-ce qui arrive en tête? Ce sont des sentiments négatifs, mais c'est l'incertitude, l'inquiétude, la fatigue. Après, il y a un certain nombre de mots positifs. Espoir, bien-être, confiance, sérénité. Et après seulement, on a la révolte et la colère. Et c'est sans doute pour ne pas réactiver cette révolte et cette colère que des mesures telles que le chèque inflation dont vous parliez tout à l'heure avec Daniel Cohen ont été prises. C'est très important pour le président de la République que l'on reste dans cette situation où les Français n'ont pas envie de renverser la table. Ils veulent des réformes, ils ne veulent pas la révolution, y compris une révolution conservatrice. Jean-Michel? La fatigue, c'est tout de même un mot curieux à cet endroit-là. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus. Quoi. Ouais. Que ce soit X, Y ou... Sur la stratégie d'Éric Zemmour dit souvent que son projet politique, c'est d'allier les classes populaires et la bourgeoisie. Et on voit bien l'inattention qu'ont ses électeurs pour les inégalités sociales et qu'il est très loin, pour l'instant, d'avoir accompli ce chemin-là. La bourgeoisie, peut-être qu'il en a une partie, mais les classes populaires, c'est quand même très loin d'Éric Zemmour.